Bonjour à tous. Dans quel endroit plus chic que la baie de Saint-Tropez pouvaient se réunir les plus beaux voiliers de tradition et les yachts les plus modernes? C'est donc ici que les passionnés de voile se sont réunis pour fêter le 10e anniversaire des voiles de Saint-Tropez, pour perpétuer la tradition de la New Largue. Alors au sommaire de cette émission exceptionnelle et spéciale, nous allons partir à la découverte de Marichka, un 15 mètres J tout droit sorti de rénovation. Et quelle rénovation pour ce Fife de 1908! Autre grand moment d'émotion, les 5 Penduic sont ici à Saint-Tropez, réunis pour l'une des premières fois. Et oui, les bateaux mythiques du légendaire Éric Tabarly, tout le monde en parle. Alors je vous le disais, tous les passionnés sont réunis ici à Saint-Tropez. L'un d'entre eux, et non des moindres, Bruno Perron, a eu envie de nous faire partager sa passion de la voile. Alors, du voilier de tradition jusqu'au yacht le plus futuriste, Bruno Perron nous a emmenés à la découverte des Wally. Qu'est-ce que c'est qu'un Wally? C'est sans doute votre question. Pour répondre, il vous suffit de suivre Christophe Roux et Denis Pardonche. Ils vont vous l'expliquer. Ils ont suivi pas à pas les pas justement de Bruno Perron, l'aîné des frères Perron. Parmi les 300 bateaux et 3500 marins venus régater Bruno Perron sur l'un des plus petits bateaux de la flotte des yachts classiques. À bord de l'Editrix, 9,50 m, le premier navigateur à avoir réussi le tour du monde en moins de 80 jours prend beaucoup de plaisir. Ça change, hein? Ça change des grands multicoques qui vont à 40 nœuds. Là, on va à 4, 5, 6 nœuds. C'est un petit peu comme un dragon, mais le charme de ce bateau, c'est qu'il a un siècle quand même. C'est son centenaire cette année, 1909. Et grâce à la ténacité d'un propriétaire, Gérard Friès, et d'un orfèvre en matière de restauration, Bruno Barbara, voilà le résultat, quoi. C'est peut-être le plus petit bateau de toute la flotte, mais il est très très agréable à barrer, très fin, très élégant. À la limite, on peut le barrer les yeux fermés, ce bateau-là. Et je pense que ça veut tout dire. À quelques encablures de l'Editrix, les Wally. Ces méga-yachts futuristes sont le fruit d'un génial créateur qui fait évoluer les bateaux entre luxe, performance technologique et design contemporain. Un bateau plus rapide, mais en même temps plus confortable et plus sûr pour les enfants, pour les invités qui ne sont pas vraiment des marins. Et pour les femmes, surtout pour les femmes, parce que les femmes n'aimaient pas du tout les bateaux à voile, non? Il y avait trop des trucs sur les ponts, comme ça. Alors on a commencé à nettoyer les ponts, à les faire le plus possible place dans les manœuvres. Et voilà, et c'est un peu comme ça que c'est évolué. Ce que j'aime bien, en fait, c'est pas forcément d'aimer pour mes goûts, c'est la cohérence. Je peux très bien ne pas forcément aimer quelque chose au niveau des goûts, mais si c'est cohérent, ça a de la gueule, quoi. Et franchement, c'est le cas. Alors les puristes peuvent toujours dire que c'est pas sérieux. Moi, je dis que c'est gonflé. Et je suis admiratif de ce genre d'audace, quoi. Voilà. Il y a des boutons, oui. Il y a de l'électronique, il y a de la mécanique, il y a de l'ingénierie. Mais oui, je crois que si j'étais très riche, je crois que j'aurais un grand multicoque comme le nôtre, mais peut-être un bateau comme ça aussi. À bord des Wally, les matériaux composites et les aides à la navigation changent la vie des 24 marins, quand même nécessaires. On appuie sur un bouton et les voiles se hissent. À l'aide des winches hydrauliques, tout s'enroule parfaitement en quelques minutes. Tout est pratiquement automatisé sur ce bateau en carbone de 30 mètres, d'un poids de 60 tonnes, acceptant un SPI de 900 mètres carrés. Des caméras sont même installées pour surveiller l'hélice du bateau. L'hélice, c'est comme ça, et ça donne beaucoup de résistance quand on fait le voile. Donc si on peut plier l'hélice, il y a moins de friction et le bateau va plus vite. Donc comme ça, on a la caméra pour voir si l'hélice est bien pliée. Si l'aventure et vos moyens vous le permettent, pour un prix minimum de 5 millions d'euros, hors voile, vous pourrez vous offrir un Wally.
Éric Tabarly disait de la Nullard qu'il avait l'impression, en déambulant sur les quais de Saint-Tropez, de marcher comme dans un livre ouvert. Eh bien, cette année, ici, maintenant, c'est nous qui avons eu l'impression de le sentir au détour des 5 penduics qui sont ici, en baie de Saint-Tropez. Alors, penduics, les mésanges à tête noire, c'est ce que ça veut dire en breton, ils ne sont plus que 5. 5 parce que le penduic 4 a jamais perdu, disparu. Il s'appelait Manureva, c'était le bateau d'Alain Colas en 1978, vous ne l'avez certainement pas oublié. Ces 5 penduics sont à chaque fois une véritable révolution technologique. Ils ont fait le déplacement d'Atlantique, où ils sont basés habituellement, jusqu'en Méditerranée pour ces voiles de Saint-Tropez. Voir les penduics d'Éric Tabarly est toujours synonyme d'émotion. Le caractère du breton et ses résultats exceptionnels dans les courses au large ont touché à jamais le cœur de la planète voile. C'est un honneur qu'il soit là. Qui ne connaît pas Éric Tabarly? Et c'est très bien que se perpétue cette tradition. C'est quand même lui, finalement, qui a fait que la voile en France est devenue ce qu'elle est. Le premier penduic est créé en 1898 par l'Écossais Fife, un des meilleurs architectes de l'époque. Ses lignes superbes séduisent Tabarly, mais il doit patienter jusqu'en 1989 avant de le remettre à flot, après l'avoir recaréné à main nue. C'est à bord de penduic qu'Éric Tabarly disparaît en 1998. Dans les années 1960, Tabarly entame la construction de Penduic 2. C'est le début de la saga et des innovations technologiques qui démocratiseront la plaisance. Pour remporter sa première grande course en 1964, la transatlantique en solitaire, Tabarly a l'idée de construire un bateau plus léger. Tous les spécialistes disaient que pour traverser l'Atlantique d'est en ouest, il fallait un déplacement lourd, alors que lui est allé au contraire vers un déplacement léger, ce qui permettait d'avoir moins de voilure, plus manœuvrable pour un homme seul, et il a gagné. L'idée novatrice de Tabarly est d'utiliser un matériau jusque-là peu employé, le contreplaqué. Quand il a pris le départ de cette course, personne n'imaginait qu'un bateau en contreplaqué pouvait traverser l'Atlantique. Et tout le monde pensait que première vague, il se transformerait en boîte d'allumettes. En 1967, le mythe Tabarly se renforce avec Penduic 3 qu'il dessine complètement. Une véritable bête de course qui surclasse ses adversaires et gagne entre autres la Sydney Hobart. Là encore, il a mis dedans plein de choses qu'il avait prises à droite et à gauche et qui étaient des avancées technologiques. Le bulbe pour la quille, l'aluminium, ce qui ne se faisait pas à cette époque-là, on est en 1967. L'aluminium et un déplacement relativement léger pour un bateau qui faisait 17,50 m. Comme l'hydroptère aujourd'hui, Penduic 4 fut une révolution en son temps. Le premier trimaran océanique construit sera vendu à Alain Colas. Le bateau s'est appelé Manureva, qui Alain Colas a battu des records avec ce bateau. Des records, je crois qu'il a battu le record du Tour du Monde en solitaire en multicoque. Et puis malheureusement, Penduic 4 a disparu en 1978 lors de la route du Rhum 1978 et disparu corps et bien avec Alain Colas. L'intelligence d'Éric Tabarly est de construire un bateau en fonction de la course qu'il doit disputer. Penduic 5 n'échappe pas à la règle. Pour aller de San Francisco à Tokyo, il imagine un bateau révolutionnaire. Penduic 5, c'est le précurseur des bateaux des 60 pieds open aujourd'hui, avec des ballasts, un voile de quille très profond, un arrière très large, c'est la puissance. Et San Francisco-Tokyo, Eric l'a gagné en arrivant avec 11 jours d'avance sur le deuxième. Il s'est pointé tout seul à l'arrivée, les Japonais ne l'attendaient pas. L'idée de Tabarly, c'est de créer des ballasts d'eau qui permettent à Penduic 5 de profiter au maximum des différentes conditions météo. Il y avait des bateaux qui utilisaient non pas des ballasts avec de l'eau, mais des contrepoids avec des sacs de sable. Ça s'appelait les sandbaggers, c'était des bateaux américains. Ça n'a qu'un inconvénient, c'est que quand on veut faire du vent arrière, on balance le sable et on ne peut pas le récupérer pour le bord suivant. Donc d'où l'idée de faire des ballasts avec une pompe à main qui permettait de mettre de l'eau à l'intérieur, de mettre le bateau à plat, puisque un bateau ne marche bien que s'il est à plat, hein, et après de pouvoir vider l'eau quand on est au vent arrière. Penduic 6, le dernier, est un bateau conçu pour être manié par 15 marins. Seul à bord en 1976, Tabarly réalise un de ses plus beaux exploits en gagnant la Transat en solitaire. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'au bout de quelques jours, il était vraiment très fatigué. Il a fait demi-tour, il avait quasiment abandonné. Il fait demi-tour, il se couche, et puis au bout de quelques heures de sommeil réparateur, il a dû se dire, il s'est dit d'ailleurs, c'est trop bête, il a refait demi-tour, il a gagné la course. Quand on tire un bout, quand on envoie une voile sur ce bateau, on se dit, mais
C'est extraordinaire. Chapeau Eric. Vous le voyez derrière moi, un gros trou. Juste à côté, Twiga, un Fife de 1909. Le petit frère, le grand frère, on va voir. On attend Marichka. Marichka, c'est son frère jumeau en gros. Marichka, c'est un des premiers 15 mètres jauge internationale, 15 mètres J comme on les a appelés. Il sort tout juste de construction, de rénovation depuis les Charpentiers Réunis de La Ciotat et il fait ici à Saint-Tropez sa première sortie sur l'eau. Beaucoup de rénovations et à l'époque de Marichka, quand il est sorti, les journalistes disaient que c'était un petit Shamrock 3. Vous savez, le bateau propriété de Sir Thomas Lipton, challenger de la Coupe de l'Amérique. Coup de projecteur sur un des plus beaux bateaux qu'il soit au monde, Marichka. Marichka est de retour et Twiga, le bateau phare du Yacht Club de Monaco, va devoir compter avec ce nouvel adversaire, désormais affilié à la Société Nautique de Saint-Tropez. L'image est rare. La dernière fois que ces deux joyaux se sont affrontés en régate, c'était en 1915. De la vingtaine des 15 mètres J construits au début du XXe siècle, il n'en reste que 5. Égaré après les guerres, Marichka a été découvert dans le nord de la Hollande. Les travaux de restauration ont été très importants. L'arrière était coupé de 4 mètres parce que les bateaux pourrissent par le haut, donc il était raccourci. Devant, il n'y avait plus de bout dehors, il y avait le chauffage central. Il y avait une cheminée qui traversait sur le pont et en fait, il avait été utilisé comme houseboat pendant 15-20 ans. Sa vie, c'est retrouver un petit peu la compétition, essayer de le remettre au niveau de ce qu'il devrait être. On s'en sort pas mal, je crois qu'il a été bien conçu, il navigue bien. Maintenant, il y a beaucoup de réglages à faire parce que c'est un petit peu comme un prototype. Il faut apprendre à naviguer avec, il faut que l'équipage s'entraîne, il faut que tout soit bien coordonné pour pouvoir gagner le temps nécessaire. Mais la base a l'air bonne en tout cas. C'est un bateau extrêmement sensible et très fin, ce qui fait que le moindre erreur de réglage de voile, c'est sanctionné par une barre insupportable. Et là, il faut être à deux pour le tenir, on n'arrive pas à relancer. Le réglage des voiles d'avant avec la grand voile, il est primordial pour réussir à avoir un bateau équilibré. Et c'est ce qui nous prendra 80 journées de sortie minimum avant le mois de juin pour les régates de l'année prochaine, quoi. Marichka à l'hiver pour se préparer et revenir aux voiles de Saint-Tropez et défier Twiga l'an prochain. Des voiles qui seront encore le théâtre d'émotions, au moins aussi belles que celles vécues pour cette édition 2009.